On arrive bientôt à la moitié de 2022, si bien qu'on possède déjà un regard plus clair sur cette année en termes de sorties animées. Et la moindre des choses qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, on a été sacrément gâtés. Cependant, une question demeure. Quels animés regarder au milieu de ce florilège d'œuvres exceptionnelles? Forcément, c'était compliqué de faire un choix, mais j'ai essayé de sélectionner celles qui étaient les plus intéressantes à mes yeux. Et surtout, je me suis fixé une règle. 2 animés déjà sortis ou en cours de parution, et 2 animés qui sortiront prochainement. Comme ça, vous avez des trucs à vous mettre sous la dent et de quoi vous hyper pour la fin de l'année. Bref, trêve de blabla et on est parti pour les 4 animés qui vont marquer 2022. Mais avant ça, merci à Raid Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo à l'occasion des 3 ans du jeu. 3 années, ça semble peu, mais pourtant, le RPG a su rapidement s'imposer comme un leader dans son domaine grâce aux ajouts constants de contenu. Et croyez-moi, il y a eu énormément de nouveautés à travers le temps. Que ce soit les nouveaux héros en plus des dizaines déjà existants, les nouvelles factions à l'instar du clan de l'ombre et de ses guerriers de l'extrême-orient, ou encore les boss tels que l'Hydre, un monstre terrifiant qui vous demandera une stratégie poussée pour le battre, vous garantissant donc de nombreux trésors. Ainsi, pour fêter ça, Raid vous offre des tas de cadeaux dans le jeu, en plus de rajouter encore plus de nouveaux contenus. Et si jamais c'est pas suffisant, durant un mois complet, vous pourrez accéder à des tas d'événements spéciaux et obtenir des réductions jamais vues jusque-là. Personnellement, quand je suis en train de jouer, ce que j'aime le plus, c'est développer mes héros à la taverne pour ensuite aller me la coller en mode PVP contre d'autres joueurs. Donc forcément, je suis content qu'il y ait eu pas mal d'ajouts de ce côté-là. Au final, c'est le jeu idéal pour tous. Que vous soyez là pour vous détendre ou pour tryhard pendant de nombreuses heures, vous passerez un excellent moment. Bref, on les félicite pour ces 3 années et pour participer à la fête, vous pouvez télécharger Raid Shadow Legends avec le lien ci-dessous ou via le QR code juste là. Par ailleurs, si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez votre pack gratuit d'une valeur de 40 € et comportant les 3 champions suivants: Miséricorde, Tiger Soul et Romero, ainsi que 10 infusions d'XP de magie, de force et d'esprit. Bref, pouvoir avoir tous ces champions au début de votre partie, c'est vraiment cool, et si jamais, vous pouvez me trouver sur le jeu sous le nom Anikish. Sur ce, merci à Raid de soutenir la chaîne, et désormais on passe sur le sujet qui vous intéresse. On commence par le plus évident, forcément on ne pouvait pas passer à côté de ce dernier tant son succès actuel est retentissant. Et en même temps, les habitués de la chaîne savent déjà à quel point Love m'est cher, puisque je l'avais déjà évoqué il y a 3 années de ça. Donc je me répète, mais en général, quand je vous parle d'un truc en avance, c'est que vraiment ça vaut le coup. Et pour Spy X Family, tous les signaux étaient ouverts pour nous prouver que Love allait connaître un certain succès. À une époque où les mangas se retrouvent au devant de la scène grâce à leur adaptation en animé, la série de Tatsuya Endo a su se démarquer toute seule. La preuve en est qu'elle compte aujourd'hui 18 millions de copies en circulation dans le monde avec seulement 9 tomes. C'est gigantesque, un titre de comparaison, Dr Stone c'est 13 millions de copies pour 26 tomes et Black Clover 17 millions pour 32 volumes. Donc ouais, c'est un succès total, on prouve les top Oricon de 2020 et 2021, mais pour ce qui est de connaître les raisons d'une telle réussite, eh bien nous allons découvrir ça maintenant. L'histoire prend place au beau milieu d'une guerre froide entre 2 états. Westalis situé à l'ouest et Ostana situé à l'est. A l'instar de notre propre guerre froide, la bataille se joue principalement sur le domaine du renseignement, si bien qu'à ce moment, plus que jamais, les espions sont monnaie courante. Ainsi, nous faisons la connaissance de Twilight. Reconnu comme le meilleur espion de tout Westalis, il se voit confier une nouvelle mission de grande importance: se rapprocher et enquêter sur un homme politique extrémiste appartenant à Ostania. Jusque-là, tout ce qu'il y a de plus normal, néanmoins, le premier point déroutant, c'est bel et bien l'ordre de mission. En effet, pour pouvoir enquêter sur sa cible, il lui est demandé de trouver un enfant, de l'adopter et de le faire intégrer la prestigieuse école Eden, où ce dernier pourra se rapprocher du fils du politicien. Pas une mince affaire, je vous l'accorde, mais pas de quoi déstabiliser Twilight. Adoptant alors l'identité de Lloyd Forger, un psychiatre fraîchement emménagé dans le quartier, il commence par faire le tour des orphelinats avant de tomber sur une jeune fille du nom d'Anya. Bien que d'apparence elle semble ordinaire, cette dernière peut en réalité lire dans les pensées. Ainsi, profitant de son don pour paraître intelligente auprès de Twilight, ce dernier décide de l'adopter pour mener à bien sa mission. Seulement, voilà, paraître intelligent n'est pas suffisant pour espérer entrer au sein d'une école aussi renommée que celle d'Eden, qui n'accepte en son sein que l'élite de la société. Bref, autant vous dire que pour notre cher Lloyd, c'est le début des problèmes. En effet, très vite il découvre que pour intégrer l'école, sa nouvelle fille doit être accompagnée de ses 2 parents lors de l'entretien. Si bien qu'en plus de devoir gérer une enfant en bas âge,
il va devoir désormais se dégoter une compagne qui acceptera d'être sa complice. Bon ouais, les difficultés s'amassent pas mal, mais heureusement il va faire la rencontre de Yor, une simple fonctionnaire discrète menant une vie paisible. Bien que cette dernière soit toujours dans la fleur de l'âge, son célibat commence à provoquer la méfiance de son entourage. À une époque où les espions sont rois, être une femme seule est vu d'un mauvais œil. Mais surtout, dans le cas de Yor, elle a tout intérêt à ce que aucun soupçon ne soit porté sur elle. Sous sa façade douce et introvertie, c'est en réalité une tueuse à gages sanguinaire connue sous le nom de Princesse Ibarra. Ainsi, lorsque Anya découvre son secret grâce à son pouvoir, elle met tout en place pour que cette dernière devienne sa mère adoptive. À partir de cet instant, toutes les pièces du puzzle s'imbriquent et nos trois compères débutent leur nouvelle vie de famille loin de l'ordinaire, et surtout au sein de laquelle chacun cache aux autres sa véritable identité. Si l'œuvre est aussi plaisante à suivre, c'est qu'elle repose sur trois piliers, l'action, l'humour et une pointe de slice of life. Grâce à l'ambiguïté des personnages et de leur véritable nature, chaque scène et chaque moment de leur vie peut être la cause de tension et surtout d'action. Par ailleurs, il en va de même pour l'humour. D'apparence, Yor et Lloyd sont très rigides, puisqu'on parle quand même d'une tueuse à gages et d'un espion. Néanmoins, grâce à la personnalité haut en couleur de leur fille adoptive, l'œuvre prend facilement une tournure légère et joyeuse, qui la rend d'autant plus attachante. Ainsi, à l'instar des trois piliers sur lesquels repose l'œuvre, la narration se dévoile parfaitement grâce à l'harmonie entre les trois protagonistes. Eux, qui ont toujours vécu seuls, se retrouvent désormais à partager le même nom et à veiller les uns sur les autres. Cependant, cette force pourrait également s'avérer être un point pour Lloyd, qui devra désormais réussir à concilier sa vie d'espion et sa vie de famille, d'où le titre de la série Spy x Family. D'ailleurs, pour tous ceux qui me font chier quand je prononce Hunter x Hunter, j'aimerais bien savoir si vous prononcez ça Spy Family, parce que techniquement, c'est le même principe. Bref, le manga est une masterclass, et l'adaptation animée qui compte à ce jour 5 épisodes marche fidèlement dans ses pas, se permettant même le luxe de nous sortir un excellent épisode filler parfaitement dans le thème de la série. Et clairement, ça régale, hein, donc merci à WIT pour le boulot, pour l'instant, c'est le meilleur animé sorti en 2022, n'ayons pas peur des mots. Pour rappel, lors de ma vidéo sur les 4 mangas qui allaient marquer 2022, je vous avais parlé d'Ayashimon, le nouveau manga de Yuji Kaku. Et bien, cette fois-ci, on va s'attarder sur la future adaptation de sa première série, j'ai nommé Hell's Paradise. Tout commence lors de l'exécution de Gabimaru, dit le Vide. Lui qui était jusqu'à peu un shinobi connu et craint de tous, a fini par se faire capturer et condamner à mort. Triste nouvelle, certes, mais selon ses dires, ça ne l'affecte pas plus que ça. En effet, il évoque n'avoir plus aucune raison de vivre, et surtout, au vu du nombre de personnes qu'il a lui-même tuées, il s'étonne pas que son tour soit finalement venu. Seulement, bien que les bourreaux se succèdent et bien qu'à chaque fois ils fassent de plus en plus preuve de violence, aucun d'entre eux n'arrive à prendre sa vie. Alors, est-ce dû à la résistance hors norme du shinobi qu'il ne peut contrôler ou bien un signe qui montre qu'il continue de s'accrocher à la vie? Difficile de répondre. Néanmoins, lorsqu'il fait la rencontre de Sagiri, un bourreau appartenant à la célèbre famille des Yamada Asaemon venu spécialement pour l'exécuter, il comprend que sa vie touche à son terme. En soi, une situation qui devrait le réjouir, mais face à sa propre fin, il réalise que son instinct de survie est plus fort que tout, si bien qu'en réalité, il lui est inconcevable de mourir maintenant. D'un côté, on va pas s'en plaindre parce que sinon l'anime aurait jamais commencé, mais de l'autre, c'est peut-être un peu trop tard pour s'en rendre compte. Heureusement, la jeune femme se trouvant face à lui propose alors un marché. Éviter une exécution immédiate à condition de partir explorer avec elle et sous les ordres du shogun une île mystérieuse dans l'objectif de récupérer un élixir d'immortalité. Jusque-là, rien de bien compliqué, mais vous vous en doutez bien, la mission va s'avérer bien plus périlleuse qu'elle n'y paraît. Déjà, il découvre rapidement qu'il ne sera pas le seul à faire le voyage. Le shogun, voulant maximiser les chances de trouver cette fontaine de jouvence, a fait dépêcher d'autres condamnés à mort parmi les plus dangereux qui soient, en faisant en sorte que chacun d'entre eux soit accompagné par un membre de la famille Yamada Zaemon. De plus, cette île mystérieuse, connue également sous le nom de la Terre des Dieux, semble représenter un danger immense, puisqu'à chaque fois que des groupes d'hommes sont partis en exploration, ils sont revenus découpés en morceaux et transformés en fleurs. Alors, je vous l'accorde, d'une certaine manière, c'est poétique, mais c'est surtout extrêmement flippant. Néanmoins, c'est trop tard pour reculer, puisque celui qui réussira à revenir vivant avec la potion d'immortalité se verra être absous de tous ses crimes, et ça, Gabimaru ne peut pas passer à côté.
Bon, ça s'est sûrement ressenti avec les planches que je vous ai montrées, mais l'œuvre est assez violente et sanglante, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que l'auteur a été l'assistant de Fujimoto, le mangaka derrière Chainsaw Man. Néanmoins, sa série s'inscrit parfaitement dans cette vague de shonen plus mature, ce qui me laisse penser que l'œuvre saura parfaitement plaire à un large public. De plus, le manga amène une série d'accroches narratives suffisamment fortes pour attirer l'attention, notamment via la volonté d'exister de Gabimaru en dehors de son ancien statut de ninja sanglant. Pour ce qui est de l'île, elle joue également un rôle majeur. Remplie de mystères, elle est la source de nombreuses interrogations. Est-elle vraiment terrestre? Qui sont les monstres qui la peuplent? Mais également, est-ce que l'élixir d'immortalité existe vraiment? Toutes ces questions, nos héros vont devoir y répondre, mais vont surtout devoir faire face à un danger plus important, les autres condamnés à mort. En effet, tous ceux présents sur l'île se battent pour le même objectif: obtenir la grâce du shogun. C'est pourquoi ils sont prêts à tout pour atteindre leur but, si bien que très vite se met en place une sorte de battle royale d'une violence folle et totalement exaltante. Ainsi, Hell's Paradise est un cocktail explosif, avec beaucoup d'action, de combat et de sang, mais également avec une bonne dose de mystère, de quoi nous tenir en haleine jusqu'au bout. L'anime devrait donc sortir à la fin de l'année chez Mappa, et clairement j'ai très hâte de voir ça. Bon, à cet instant, je sais ce que beaucoup de personnes vont penser, pourquoi ne pas avoir choisi Blue Lock à la place? En réalité, c'est assez difficile de l'expliquer. Avant tout, c'était pour coller à ma règle de sélectionner 2 animés déjà sortis et 2 autres qui sortiront prochainement. Après, pour ce qui est de Blue Lock, le manga est un banger et j'avais déjà eu l'occasion de l'affirmer, si bien que quant à son animé, pour l'instant, tout semble montrer que ce sera quali. Néanmoins, même si ça sera sûrement moins populaire, j'ai préféré m'orienter vers une série similaire qui fut pour moi une grosse surprise et un énorme coup de cœur. Donc ouais, on n'oublie pas Blue Lock qui va assurément faire beaucoup de bruit à sa sortie, mais cependant pour aujourd'hui on va plutôt parler d'une petite pépite qui mérite d'être un peu plus sur le devant de la scène, j'ai nommé Aohashi. Nous suivons donc les aventures d'un jeune garçon du nom d'Aoi Ashito. Vivant dans une petite ville de campagne japonaise, ce qu'il aime par-dessus tout c'est jouer au foot avec son équipe de collège. Comme évoqué, il habite donc en pleine Cambrousse, si bien que son club est loin d'être réputé, mais en soi, la situation lui convient parfaitement, puisque c'est la seule équipe l'ayant accepté et surtout la seule équipe dans laquelle il a toujours pu jouer librement avec le soutien de ses camarades. La raison derrière tout ça, c'est que Ashito a un caractère légèrement turbulent pour pas dire casse-couille, si bien qu'il veut toujours être au devant de l'action et briller à lui tout seul. Alors certes, il possède un certain talent inné pour ce sport, néanmoins intégrer une équipe plus sérieuse avec une telle immaturité semble impossible, enfin du moins jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Tatsuya Fukuda. Bon, dit comme ça, rien d'extraordinaire, mais néanmoins ce dernier n'est pas n'importe qui. Ancien espoir du football professionnel et de la Liga, il officie désormais en tant qu'entraîneur du Tokyo City Esperion FC, l'un des meilleurs clubs de la J-League. Mais c'est pas tout, son rêve est de faire de son club un standard mondial et de l'amener à affronter les plus grandes équipes qui soient. Ainsi, en voyant Ashito, il semble déceler un certain talent et lui propose alors de partir pour Tokyo et de tenter le concours de recrutement au sein des U18 de son club. Forcément, Ashito accepte la proposition non sans inquiétude de sa mère et décide de tenter le tout pour le tout, si bien que cette simple décision pourrait bien changer à jamais l'image du football japonais. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que j'affectionne tout particulièrement les animés de sport. Néanmoins, s'il y a bien une discipline que j'apprécie beaucoup dans la vraie vie, c'est le football. Et de ce point de vue, on ressent que l'animé connaît son sujet et surtout qu'il le respecte. Déjà parce que la série ne joue pas sur un aspect extravagant ou surnaturel, mais bien au contraire semble vouloir être le plus proche de la réalité possible. Personnellement, là où je l'ai plus ressenti, c'est dans le fait de montrer que le football aide de nombreuses familles à sortir de la misère, si bien que beaucoup de jeunes y consacrent leur vie dans l'espoir d'aider leurs proches. Mais surtout, comme je le disais, on est sur du sérieux. Ici, Ashito n'intègre pas juste une équipe de lycée dans l'objectif de gagner le tournoi régional. Son principal but est de devenir pro pour se frotter aux équipes les plus légendaires. Bref, comme je disais au début de cette partie, c'est une œuvre que je connaissais pas du tout avant le début de sa diffusion, mais qui m'a pourtant franchement surpris. Et au vu de sa popularité croissante, c'est plus que jamais le moment idéal pour rentrer dans le train de la hype. On termine en beauté avec le roi de cette année 2022, celui qui va assurément tout rafler sur son passage et amener son manga au panthéon des shonen les plus populaires. Certes, l'anime n'est pas encore sorti, donc il est difficile de savoir si l'adaptation sera au niveau, néanmoins, au vu de la qualité du manga, je me permets d'affirmer d'avance que ça sera une dinguerie. Pour rappel, le bonhomme derrière c'est Fujimoto Tatsuki, à qui on doit également l'excellent Fire Punch, qui j'espère aura le droit lui aussi à une adaptation animée. Néanmoins, là où Fire Punch a rencontré un succès critique, mais
n'est pas forcément commercial à la hauteur, le fait que son nouveau manga fut publié au sein du Weekly Shonen Jump lui a valu d'être mis en lumière au point d'atteindre les 11 millions de copies en seulement 11 tomes et de s'inscrire dans les mangas les plus vendus de 2021. Bref, que de jolis chiffres, mais là encore, de quoi ça parle? On essuie les péripéties de Denji, un jeune homme à la vie pourrie s'étant retrouvé avec les dettes colossales de son père sur le dos suite à son décès. Ainsi, face à la pression des Yakuza, il a dû devenir leur larbin pour éviter de mourir à son tour. Donc ouais, clairement c'est pas la joie, puisqu'en plus de ça, Denji vit dans la pauvreté la plus totale, mourant de faim la plupart du temps, et étant obligé d'accepter les plus basses besognes qui soient, allant jusqu'à vendre certaines parties de son corps, à l'instar de son œil droit, d'un de ses reins, ou encore d'une de ses couilles. Jusque là, on pourrait penser que le monde de Chainsaw Man est similaire au nôtre. Néanmoins, un élément principal diffère, la présence de démons. En effet, ces créatures maléfiques pullulent au sein de la société, si bien que pour tenter de rembourser sa dette au plus vite, Denji s'est orienté vers le métier de Devil Hunter, autrement dit chasseur de démons. Alors forcément, pour faire une tâche aussi périlleuse, il faut une sacrée paire de couilles, même si dans le cas de Denji, c'est plus compliqué. Enfin bref, heureusement, il est accompagné de Pochita, un petit démon chien capable de se transformer en tronçonneuse redoutable. Ainsi, sa vie est un enfer total, mais lui ne rêve que d'une chose, mener une existence normale. Et je vous le dis directement, ça n'arrivera jamais. Lors d'une simple mission, il se fait trahir par les Yakuza avant de finir découpé en morceaux par une bande de démons zombies. Et fin de l'animé. J'adore rire. Voyant son ami mourir, Pochita décide alors de lui offrir son cœur de démon afin de lui permettre de revenir à la vie. Seulement voilà, bien que son apparence soit revenue à la normale, son cœur, lui, n'a plus rien d'humain, si bien que désormais il peut se transformer en démon couvert de tronçonneuse et orné d'un casque aux dents acérées. Alors forcément son nouveau look passe pas inaperçu, mais heureusement il va faire la rencontre de Makima. En le voyant, cette dernière lui propose un marché, lui épargner sa vie, mais en échange il devra rejoindre les forces de police pour faire face aux démons. En soi, sa situation n'a pas trop changé puisqu'il continue d'être le larbin de quelqu'un d'autre, mais désormais, en plus de pouvoir manger à sa faim, il va pouvoir fréquenter de près la douce Makima, même si cette dernière semble cacher de lourds secrets. La grande force de Chainsaw Man, c'est d'être un anti-Neketsu. Alors, pas dans le sens de la parodie comme One Punch Man, mais plutôt dans l'inversement des valeurs et des codes. Ici, Denji est un anti-héros notoire. Il se bat pas pour des causes nobles, mais bel et bien pour servir ses propres intérêts primaires. En général, quand un héros shonen a un lien avec un démon à l'instar de Naruto, son combat a pour but de montrer au monde entier son humanité. Sauf qu'ici, c'est clairement le dernier de ses soucis. Et jouer à ce point-là sur les codes est le maître mot de tous les personnages de l'œuvre. Enfin, je veux dire, on a quand même Power qui, selon l'auteur, est directement inspiré de Cartman dans South Park, hein, c'est pour vous dire. Bref, au final, l'œuvre est totalement imprévisible et prend du plaisir à nous prendre à contre-pied, ne nous laissant jamais la satisfaction d'imaginer la suite des événements, et c'est tout bonnement génial. Ainsi, l'anime devrait sortir en fin d'année et sera produit par le studio MAPPA. Honnêtement, je suis incapable de dire si l'anime sera à la hauteur du manga, surtout quand on voit que MAPPA s'est mis sur le dos une sacrée charge de travail pour 2022. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que l'œuvre originale est une giga masterclass et j'ai très hâte de voir ça. Et vous, quels sont les animés qui, à vos yeux, vont marquer cette animé 2022? N'hésitez pas à me le dire en commentaire ainsi qu'à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki, ciao.